Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. Alors comment vous présentez en quelques mots un historien de l'art spécialisé dans les couleurs, les animaux et les symboles, ça vous va? Ça me va, oui. Je suis plus historien qu'historien de l'art, mais les couleurs m'ont conduit à m'intéresser beaucoup à l'histoire de la peinture. Et surtout au Moyen-Âge. Je suis à l'origine historien du Moyen-Âge. Oui. Alors vous avez publié une soixantaine de livres, si j'en crois votre éditeur, traduits dans une trentaine de langues. Alors vous avez deux passions, les plus connues en tout cas, ce sont les animaux et les couleurs. Vous êtes un spécialiste du bestiaire médiéval. Vous avez beaucoup étudié les armoiries, les blasons, l'héraldique du Moyen-Âge. Ensuite, vous avez consacré vos recherches aux couleurs. Il y a l'histoire des couleurs, ce qui vous a valu d'ailleurs parmi d'autres prix le prix Médicis Essai en 2010 pour les couleurs de nos souvenirs. Vous avez consacré plusieurs livres à chaque fois à une couleur. Alors j'ai noté le bleu en 2000, le noir en 2008, le vert en 2013 et le rouge en 2016. Chaque fois un livre par couleur. Et puis donc aujourd'hui, votre nouveau livre, Une couleur ne vient jamais seule. On peut dire que c'est votre livre, votre journal qui... On vous accompagne en fait dans votre vie, dans vos voyages de 2012 à 2016. Et pour vous, c'est un texte, et tous les textes en fait, tout est prétexte plutôt à réfléchir, à écrire sur les couleurs du quotidien. C'est ça ce livre? Oui, c'est un livre qui est un journal, qui a la forme d'un journal, non pas tenu au jour le jour, mais semaine après semaine, et qui est fait de notations, d'observations, de remarques sur les rapports entre couleurs et société, à partir de mes voyages, mes expériences, quelques aventures personnelles. Ouais. La couleur est partout et concerne tout le monde, donc où que je sois, j'ai des éléments à observer et je ne m'ennuie jamais. Pourquoi une couleur ne vient jamais seule? Parce que je veux dire par là qu'une couleur ne prend du sens vraiment que pour autant qu'elle est opposée ou associée à une ou plusieurs autres couleurs. Toute seule, une couleur ne signifie pas grand-chose. Elle forme système, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est difficile de définir une couleur. C'est presque impossible. On peut en faire l'expérience en ouvrant un dictionnaire au mot couleur. On verra que les auteurs n'arrivent pas à donner une définition univoque de la couleur. Et des mots comme jaune, vert, rouge, bleu sont encore plus difficiles à définir. On peut nommer des objets qui sont de ces couleurs, mais ça n'est pas une définition. Mais c'est quoi alors? C'est une chimie? La couleur, c'est à la fois une lumière, une matière, une perception, une sensation, c'est du vocabulaire, c'est surtout une catégorie abstraite. On peut très bien parler des couleurs sans jamais les montrer. Ouais. Est-ce que chaque couleur se vale ou est-ce qu'il y a une hiérarchie des couleurs? Il y a des hiérarchies des couleurs selon les domaines concernés et selon les époques et les sociétés. Ce qui vaut en Occident ne vaut pas à l'échelle de la planète. Et même en se limitant aux sociétés européennes, il y a des changements entre l'Antiquité romaine, le Moyen-Âge, le XVIIIe siècle, aujourd'hui. Ces changements sont quand même lents. Ça change moins vite qu'on pourrait le croire. Alors vous dites que la première qualité d'une couleur, c'est son nom. Oui, pour non seulement parler des couleurs, mais vivre les couleurs, nous sommes un peu prisonniers des noms. Les noms de la couleur sont aussi des couleurs, si je puis dire. Je donne un exemple. Les peintres, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'ils soient anciens ou contemporains, souvent choisissent leurs couleurs et leurs pigments, non pas d'après les propriétés physico-chimiques ou les effets escomptés, mais d'après le nom de la couleur, le nom du pigment. Et ça montre qu'on ne peut pas en faire l'économie. Alors, la couleur par excellence, c'est le rouge ? Ça a été longtemps le rouge. C'est la première couleur que l'homme a maîtrisée, à la fois en peinture et en teinture. En peinture dès le Paléolithique. C'est la couleur où il a le bonheur incarné beaucoup de nuances. Quand on pense couleur en Occident, on pense tout de suite au rouge. Ça dure longtemps et puis il y a un moment où le rouge reste la couleur par excellence mais n'est plus la couleur préférée. Le bleu, son rival, l'a devancé, ça date à peu près du XVIIIe siècle et aujourd'hui dans toutes les enquêtes d'opinion, en tout cas en Occident, le bleu est cité comme couleur préférée par la moitié de la population. Alors quand on regarde par exemple cette boîte de couleurs, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, on a l'impression que c'est presque un piano... C'est une gamme. Oui, voilà. C'est une gamme, voilà. C'est une gamme. Il y a des rapports étroits entre couleur et musique. D'ailleurs, c'est le même vocabulaire. Gamme, nuance, chromatisme, ton, etc. Donc, le lexique est commun. Et entre couleur et musique, il y a beaucoup de rapports. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, un père jésuite, qui s'appelait le père Castel, avait inventé un clavecin pour sourds à partir de touches colorées. Il suffisait de faire des gammes pour créer de l'harmonie
quasiment musical, ou en tout cas chromatique. Et alors ça aussi, ça vous inspire quoi, ce qu'on voit là? C'est un nuancier. Un nuancier, il y en a beaucoup internationaux qui permettent de définir les nuances de couleurs, de les nommer ou en tout cas de les chiffrer. Et ce sont de très beaux objets, toujours les nuanciers, qu'ils soient anciens ou récents, c'est un plaisir de l'œil. Mais il n'y a pas trop de couleurs? Il y a trop de couleurs, oui. J'ai l'impression que pour prendre un slogan facile, trop de couleurs tue la couleur. Et donc il y a aujourd'hui une certaine perte de créativité. Les enfants n'apprennent plus à l'école maternelle à mélanger deux couleurs pour en faire une troisième, comme ma génération avait appris. Et puis, on est moins attentif aux couleurs. Elles sont trop faciles d'accès. Mes grands-parents recevaient pour Noël un crayon rouge et un crayon bleu et étaient euphoriques avec un tel cadeau. Vous parlez de l'école maternelle. À l'école, on dit souvent qu'il y a 3 couleurs primaires, le bleu, le rouge et le vert. Vous êtes d'accord avec cette assertion? Non, c'est une convention qui n'a pas toujours existé, qui varie dans le temps et dans l'espace, et dont moi, historien plutôt des époques anciennes, je ne peux absolument rien faire. Ce sont des vérités de chimistes ou de physiciens assez récentes et qui sont des définitions parmi d'autres. Quelle est votre couleur préférée, Michel Pastoureau? Moi, c'est le vert. Et depuis que je suis petit garçon, j'aime le vert. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. Est-ce que c'est pas à cause de Babar? C'est sans doute à cause de Babar, auquel j'ai consacré un petit texte pour une exposition qui avait lieu au Musée des Arts Décoratifs, à cause du costume vert de Babar. J'aime bien le mot vert en français, qui est un joli mot, grune-allemand et moins séduisant. Ouais. Peut-être aussi parce que mon premier professeur de dessin a été André Breton, qui était un ami de mon père, et qui aimait beaucoup le vert, écrivait à l'encre verte, et avec moi peignait sur des pommes de terre coupées en deux, avec de l'aquarelle ou de la gouache verte. Alors vous le dites, le vert, pour rester un peu sur cette couleur, est très présent dans le sport. Pourquoi le vert est si présent dans le sport? Les terrains de football, de rugby sont verts, les tables de ping-pong, en tout cas au départ, sont vertes. Oui, indépendamment des équipes qui jouent en vert. Alors oui, ça c'est le rugby, ça c'est l'Irlande. C'est l'Irlande, bien sûr. Il y a une présence qui est liée au fait qu'il y a un enjeu sur une surface verte. C'est déjà vrai au Moyen-Âge avec les ordalies, les tournois sur le pré. Et puis c'est vrai sur les tables de jeu. À partir des 16e, 17e siècles, on joue sur des surfaces vertes, aux cartes, aux casinos. C'est la couleur du hasard, peut-être? C'est la couleur du hasard, c'est la couleur du destin. La langue verte, c'est la langue des joueurs de cartes. C'est parce que chimiquement, la couleur verte est une couleur instable. Et donc symboliquement, de bonne heure, on l'a associée à tout ce qui était instable, c'est-à-dire l'enfance, l'amour, la chance, le jeu. Et l'incertitude du sport. Et l'incertitude du sport, et même l'espérance. Tout ça, c'est vert parce que ça tourne comme la rue de la fortune. Alors, on va prendre d'autres exemples au fil de votre journal. Par exemple, vous parlez au début du livre de la couleur des bacs à ordures. Alors, il y a la couleur verte, jaune en fonction du tri. Et alors en Suisse, il paraît qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Oui, parce qu'ils sont beaucoup plus civiques que nous. Et j'ai assisté à ce spectacle extraordinaire dans une petite ville de Suisse orientale. Il y avait 9 bacs à ordures correspondant à des matériaux différents. Et j'ai vu un homme âgé avec un parapluie cassé qui a fait 3 allers-retours pour voir où il allait jeter son parapluie cassé. Aucun bac à ordures ne convenait. Il est reparti avec. N'importe quel Français aurait jeté le parapluie dans n'importe quel bac. Eh bien, le civisme suisse des Grisons a fait que cet homme est reparti chez lui avec son parapluie. Alors, Michel Pastoureau, vous n'aimez pas, je l'ai appris en lisant votre livre, la couleur des tatouages. Vous trouvez ça hideux? Je n'aime pas beaucoup les tatouages, que tous les tatoués et les tatoueurs me pardonnent, c'est tout à fait personnel. Mais je crois que ce qui est désagréable à l'œil pour moi, ce sont les encres qui, sous la peau, changent un peu de couleur et donnent des choses qui ne sont pas très belles, comme si l'encre était un peu avariée, surtout lorsque on fait du remplissage. Quand ça n'est que des traits de contour, ça passe. Cela dit, je ne suis pas tellement partisan des tatouages, pardonnez-moi. Alors vous aimez aussi, j'ai vu, le drapeau de la Bretagne, noir et blanc. Oui, je suis breton de cœur, sinon d'origine. Le drapeau de la Bretagne est très très beau. Il a quelques relents, et c'est d'actualité, d'indépendance, mais il remonte à l'héraldique bretonne du Moyen-Âge et aux fameuses hermines bretonnes que le duc a adoptées dès le XIIIe siècle. Et dans des ensembles de drapeaux ou d'armoiries où il y a toutes les couleurs héraldiques,
être en noir et blanc, ça fait un écart et ça se voit très bien. Et alors en Bretagne, toujours, vous êtes monté à bord d'une voiture jaune et ça vous a bien plu? Oui, ça n'est pas fréquent de monter dans une voiture jaune, en tout cas en France. Et je me souviens de la joie que j'ai éprouvée dans cette espèce de gadget, une voiture jaune. Je dis qu'elle était pimpante comme un jouet suisse, oui, elle était toute neuve. C'est un luxe en France. Les familles qui ont une voiture jaune, en général, c'est la 3e ou 4e voiture de la famille, parce qu'on en a déjà une noire, 2 grises, donc la 4e peut être jaune. Dans les pays voisins, c'est plus fréquent. En Suisse ou en Allemagne, on en voit davantage. Alors, vous ne pensez pas aussi que le gris verdâtre des paquets de cigarettes neutres soit très efficace? Non, il y a des stratégies dans différents pays pour que les fumeurs n'achètent plus de paquets de cigarettes. Alors on cherche la couleur la plus répulsive. Dans un certain nombre de pays, ça a été une sorte de gris goudron bronzé. On pense que c'est abominable. Je crois, moi, que, en tout cas en Europe occidentale, la couleur la plus abominable, si on en croit les enquêtes d'opinion, ce serait une sorte de rose violacé, genre une poupée célèbre. Donc il faudrait faire des paquets roses violacés. Voilà, et ça détournerait l'achat, je crois. Enfin, c'est un peu naïf de croire que parce que la couleur est détestable, on n'achètera pas de cigarettes. Merci Michel Pastoureau. Vous n'avez pas un livre en préparation sur le blanc? Vous n'avez pas encore fait de livre sur le blanc. Est-ce que c'est le jaune? C'est le jaune qui est en chantier, la couleur dont je n'ai pas encore parlé. J'en ai encore pour quelques mois. Merci beaucoup. Je rappelle donc le titre « Une couleur ne vient jamais seule ». Il y a plein d'autres réflexions au fil de vos balades et de vos voyages donc, dans ce livre. Merci beaucoup Michel Pastoureau. Merci.